Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce workshop Open Data Soft, ce nouveau workshop Open Data Soft. Aujourd'hui, on va parler de trucs et astuces pour développer vos compétences sur la plateforme. Je suis Pauline Monté, donc en charge de la communication autour du produit. Je serai accompagnée pour cette session de Carole. Carole, si tu veux bien te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Moi, je fais partie de l'équipe Customer Service qui accompagne les projets clients chez Open Data Soft. Donc, je connais déjà certains d'entre vous et on se rencontrera peut-être pour les autres prochainement en vrai. Merci Carole. Pour rappel, aujourd'hui, la session est dédiée au... On est plutôt sur un niveau débutant intermédiaire. On va essayer dans les prochains mois de faire une session plutôt avancée. Vous serez bien évidemment tenu au courant de cette future session. L'objectif de ce jour, c'est de vous permettre d'acquérir des habitudes d'usage, des petits réflexes quand vous publiez, quand vous explorez vos données sur la plateforme, et puis aussi vous montrer comment effectuer certaines opérations sur la plateforme. Donc c'est ce qui vous attend dans ce programme. Ça va être séparé en deux. Je vais m'occuper moi de la petite partie sur les réflexes et puis Carole prendra la suite pour vous montrer la marche à suivre pour créer des contenus, pour personnaliser ces contenus et votre portail. Et puis on terminera à la fin par quelques questions-réponses. Sur votre droite, vous avez un panneau de configuration qui vous permet de poser des questions dans la petite section questions. Ce qu'on fera, c'est que vous pouvez les poser tout au long de la session et on y répondra à la fin. De cette manière, on passe vraiment une demi-heure sur la présentation et puis 5-10 minutes à la fin pour répondre à toutes les questions que vous aurez sur les choses qu'on vous aura présentées. Écoutez, je vais commencer tout de suite par le premier réflexe à acquérir pour publier et explorer ces jeux de données. Le premier, c'est activer le tri et le filtrage de vos champs. Donc, on va aller tout de suite sur la démo. À quoi ça sert Déjà, c'est faciliter pour vos utilisateurs et réutilisateurs la lecture de votre jeu de données. Et ça sert aussi, lorsque vous activez des filtres, à proposer différentes variables à comparer dans la vue analyse. Donc on va aller voir ensemble comment ça se passe. J'ai pris un jeu de données qui parle de l'évolution des durées de trajet de la SNCF. Euh, 3 colonnes, c'est assez simple, mais c'est pour que je vous montre rapidement comment configurer tout ça. Alors, vous avez ici quatre petites icônes. Celle qui nous intéresse, c'est ces deux-là. La première qui est l'icône filtre, donc facette, qui est un autre nom pour désigner le filtre, et une autre icône pardon, qui s'appelle configurer. Ce qui peut être intéressant sur ce jeu de données, c'est de pouvoir filtrer justement sur les types de voyages, en tout cas sur les destinations desservies. Donc on va tout simplement cliquer sur activer la facette et puis on pourrait le faire aussi sur les années, ce qui nous permettra de faire une autre opération que je vous montrerai dans quelques instants aussi. Voilà. Pour activer du coup le tri, on va ici sélectionner configurer et puis appuyer sur triable. Donc, de cette manière, on active le champ comme triable, ce qui permettra par exemple donc là l'ordre défini et c'est alphabétique décroissant. On pourrait choisir d'autres paramètres. On va garder celui-ci. Et par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les champs numériques, enfin les valeurs numériques, sont triables par défaut. Donc on n'a pas besoin de le faire pour celui-ci. En revanche, on peut préciser ici le type de date. On est sur une année. Si on avait un jour, on pourrait appuyer sur jour. Voilà. Donc je vais enregistrer, publier. Et puis on va aller voir ce que ça donne.
Voilà. Vous voyez sur la gauche qu'on a nos relations, donc nos parcours en fait, entre Paris-Tours, etc., qui se retrouvent dans les filtres à gauche. Et puis on a les filtres par année également. Et puis, ce qui apparaît du coup dans la vue analyse, c'est que les relations sont aussi dans les séries à ventiler. Ce qui se passait avant, quand on n'avait pas sélectionné nos relations en filtre, c'est qu'elles n'apparaissaient pas. Et on pouvait seulement visualiser en fait les variables uniquement par temps de parcours. Donc là, ça vous permet par exemple de regarder, de comparer sur l'évolution de 1920 aux années 2000, de regarder la baisse de temps de parcours et de le comparer sur les différents parcours proposés par la SNCF. Voilà pour ce petit réflexe à acquérir. Un autre réflexe qui est important d'adopter quand on a des jeux de données avec des dates, justement, c'est de proposer le filtre plage de date. Alors, vous l'avez peut-être aperçu dans la démo que je viens de faire. Dans notre champ année, on a donc des années qui se présentent. Ce qu'on voudrait faire, par exemple, c'est proposer un filtre qui permet de sélectionner les données qui se trouvent entre un point de départ et un point d'arrivée. Et pour cela, on va aller dans la petite icône configurer et on va tout simplement cliquer sur afficher le filtre de plage de date. C'est tout simple, mais ça va nous permettre, vous allez voir, de pouvoir sélectionner plus finement les données que l'on souhaite afficher. Voilà, explorer. Et voilà. Ici, donc vous avez deux nouveaux champs vides qui s'affichent, qui vous permettent du coup de sélectionner les données d'une année à une autre. Alors on pourrait le faire si on avait un jeu de données avec des jours et des mois, on pourrait être encore beaucoup plus fin. Là, on va simplement pouvoir sélectionner des années. Mais par exemple, on pourrait se dire 1980, voilà, et 2010. Et vous allez avoir, du coup, toutes les données qui vont s'afficher entre ces deux années. Et ici, on pourrait se remettre, voilà. Voilà à quoi sert aussi le tri, à se remettre par ordre croissant. Et on va voir de 1980 à 2010 les données qui nous intéressent. Voilà pour cette partie. Ce qu'on fera aussi, c'est qu'à la fin du webinaire, on vous enverra bien sûr la présentation et puis l'enregistrement de cette session pour que vous puissiez retrouver toutes les astuces qu'on vous partage. Autre réflexe, utiliser des formules pour identifier des champs problématiques ou isoler des valeurs. Donc on a sélectionné 3 formules qui peuvent vous être utiles. Donc là, on est plutôt du côté de l'exploration de votre jeu de données. Je vous ai mis quelques petits exemples ici. On va aller les regarder ensemble dans un instant. Vous pouvez aussi aller dans la documentation qui se trouve ici. Vous avez le lien qui vous permet de retrouver plein d'autres exemples de formules pour explorer, pour isoler des valeurs dans votre jeu de données. Donc celle qui nous intéresse ici, c'est les formules now, nul et exact. On va commencer par now, puisque justement on était dans l'exploration d'un jeu de données avec des dates. On pourrait vouloir en fait isoler les données qui sont équivalentes à une date actuelle ou situées par rapport à une année précise, une date donnée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet exemple, on va se retrouver du coup hop, ici, je réactualise avec les filtres, je me mets dans la vue tableau. Et puis, j'ai envie, par exemple, de rechercher en fait les données qui correspondent à l'année 1990.
Pour cela, j'entre dans le filtre, hop, supérieur ou égal, pardon, à l'année 90. Donc là, on va isoler toutes les données qui sont supérieures à cette date-là. Donc on n'aura aucune donnée qui sont inférieures à 1990. Donc ça peut être utile si vous avez besoin justement de rechercher finement dans votre jeu de données des données qui correspondent à une date précise ou qui sont supérieures à cette date-là. Autre formule intéressante, vous l'avez peut-être remarqué, dans le jeu de données que j'ai utilisé ici, on a des champs vides. On en voit quelques-uns ici. On aurait peut-être envie de voir tous ceux qui sont vides d'un seul coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette formule nulle et donc on va la rentrer, hop, dans la barre de recherche également. Donc là, j'ai pris temps estimé en minutes puisque c'est cette colonne où il apparaît les champs vides. Et pour avoir exactement le bon intitulé à rentrer dans la formule, je suis allée dans Information, Modèle de données. Et là, on a exactement l'identifiant du champ. On va éviter, en fait, ça ne marchera pas si vous mettez le nom tel qu'il est indiqué, temps estimé en minutes avec les espaces, avec les accents. Il faut vraiment que ça fonctionne, que l'identifiant technique, entre guillemets, du champ soit utilisé pour que ça fonctionne. Et donc là, voilà. En rentrant la formule, on a isolé tous les champs, enfin toutes les données du coup nulles qui sont vides dans le jeu de données. Enfin, autre formule qui va nous intéresser aussi, c'est la formule exacte. Là, celle-ci va nous permettre d'afficher un ou plusieurs enregistrements dans un champ qui comporte une valeur spécifique. Donc là, par exemple, sur ce jeu de données, on pourrait avoir envie d'isoler en fait les champs qui ont comme temps estimé en minutes 70. Donc pareil, on utilise le temps estimé en minutes, l'identifiant, et on va mettre entre guillemets la valeur exacte qui nous intéresse. Et donc voilà, si je rentre ma formule, on va uniquement avoir 70 minutes affichées. Alors vous allez me dire, on pourrait taper tout simplement 70 ici et on aurait le même résultat. Ce qui peut être intéressant en utilisant cette formule, c'est quand on a des colonnes justement avec plusieurs colonnes qui contiennent des entiers, des champs, des valeurs numériques qui pourraient du coup être équivalentes on pourrait avoir par exemple deux champs où on aurait 70 et 70. Et si on tapait 70, du coup, on aurait ces deux colonnes. Là, en utilisant cette formule-là, on va isoler vraiment la valeur spécifique pour un champ. Par exemple, si je me situe sur cet autre jeu de données, donc on va aller l'explorer, qui est un jeu de données sur les parkings, on se rend compte qu'on a différents justement champs avec des valeurs numériques à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. Alors, on ne va pas du tout avoir du coup temps estimé en minutes. On va prendre par exemple le nombre de places disponibles pour les personnes à mobilité réduite. On va le coller à la place et puis on va choisir une valeur numérique, donc par exemple 12, si on a envie de voir tout le nombre de places correspondant à 12 pour les personnes à mobilité réduite. Et voilà. Du coup, on va avoir uniquement
pour ce champ, les valeurs correspondent à 12, ce qui n'est plus du tout le cas ici dans place disponible, où on aurait pu avoir 12 justement. Ça permet vraiment d'isoler les bonnes valeurs. Voilà pour ce réflexe, et vous pourrez aller voir dans la documentation pour plein d'autres formules ou des formules, enfin les mêmes, mais avec des paramètres un peu plus avancés dans la recherche. Autre réflexe, renommer les processeurs. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans la petite barre d'actualité de la plateforme. C'est quelque chose qui est sorti il y a quelques mois. À quoi ça sert? Par exemple, si vous avez dans vos processeurs, enfin si vous avez une longue liste de processeurs, vous aurez sans doute du mal à vous retrouver dans cette liste avec les noms standards. Ce que vous permet de faire cette fonctionnalité, c'est justement de renommer ces processeurs avec un texte personnalisé. Et ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de choisir en fait un titre qui présente les valeurs, enfin en tout cas l'opération, qui décrit l'opération assez finement. De cette façon, vous pourrez, en faisant défiler la liste de tous les processeurs, vous retrouver dans tout ce que vous avez pu faire sur ces processeurs-là. Donc on va aller faire un test tout de suite. Hop, je vais me mettre encore une fois sur le jeu de données des places de parking. Je retourne dans traitement. Ici, j'ai 3 processeurs activés. Un que je n'ai pas renommé, un que j'ai renommé finement. Et vous voyez ici que le nom standard apparaît. Et un que je vais renommer tout de suite. Donc en fait, ce que j'ai fait pour... j'ai utilisé le processeur remplacer le texte pour remplacer parking en vert par parking en droit. Donc c'est pour la démo, cette petite blague. Et j'aurais envie, dans ma liste, de savoir exactement l'opération que j'ai effectuée, de la décrire finement. Donc là, on va tout simplement, en cliquant sur la petite icône éditer, écrire remplacer parking en vert par parking en droit. J'appuie sur entrée ou sur la petite case à cocher. Et voilà. Et le texte standard apparaît en dessous. Et donc, pour voir l'opération, vous voyez ici, anciennement, c'était parking en vert. Et si je le réactive, c'est parking en droit. Voilà, ça permet vraiment de gagner du temps et c'est particulièrement utile si vous avez une liste à rallonge de processeurs dans votre onglet traitement. Autre réflexe intéressant à acquérir, c'est la définition d'un titre pour vos infobulles. Donc là, on n'est plus dans l'onglet traitement, mais dans l'onglet visualisation du jeu de données. On va aller voir tout de suite comment ça fonctionne avec ce même jeu de données sur les parkings. Je vais dans visualisation. Les infobulles, pour rappel, c'est la petite barre, la petite bulle d'information qui apparaît sur la visualisation sous forme de carte. Par défaut, le titre n'est pas sélectionné. Donc, vous n'auriez aucun. Et du coup, vous auriez des informations sans savoir à quoi correspond vraiment cette infobulle sur un point de la carte. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de choisir un titre qui fait référence vraiment au point, et en l'occurrence, on est plutôt sur le nom du parking, puisque c'est les différents parkings qui vont être affichés sur la visualisation. D'où la sélection de non parking en titre de l'infobulle. Et ici, on voit aussi qu'on peut choisir ce qu'on souhaite afficher dans les informations de l'infobulle ou pas. Et on peut aussi les déplacer. Donc, par exemple, la date n'est pas forcément ce qui m'intéresserait en premier. On pourrait la mettre un petit peu plus bas.
et mettre par exemple le nombre de places disponibles en priorité ou les horaires. Et ça se retrouve tout de suite dans la prévisualisation. Donc si on enregistre, qu'on publie, on va aller ensuite dans Explorer. Pour information, ça fonctionne évidemment quand on choisit l'infobulle standard, vous pourriez choisir infobulle personnalisée en HTML et là on rentrerait dans des opérations plus avancées où vous pourriez du coup choisir des couleurs très spécifiques, choisir une organisation très spécifique sur votre infobulle. Mais là, c'est pas ce qu'on va faire. On reste sur du standard et on va aller voir comment ça se passe dans l'onglet cartes. Voilà, on est en région parisienne. Donc si je clique sur celui-ci, vous voyez que du coup, on a le titre que l'on a choisi qui apparaît tout en haut avec les informations choisies à l'intérieur. Autre et dernier réflexe à acquérir dans cette partie, consulter les données sources dans le tableau de bord des statistiques d'usage. Alors là, ce qui est intéressant, pour analyser plus finement les usages, on va retourner du coup plutôt sur celui-ci. Pardon. Ah. Hop. Dans le back-office. Et dans statistiques, ici vous avez 5 sous-onglets dans cet onglet statistique. On va choisir le premier, utilisateur. C'est la même chose pour tous. Vous déroulez la liste, parce qu'ici vous avez des visualisations standards qui permettent une vue au premier coup d'œil. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller en profondeur dans les données d'usage. On est sur les 3 derniers mois, par défaut. Et comme un jeu de données classique, vous allez avoir une vue information, une vue tableau, une vue carte et une vue analyse. Et le gros plus, tous les filtres qui vont vous permettre d'analyser finement. Et par exemple, dans la vue analyse, on pourrait avoir envie de classer, d'identifier certaines valeurs, de les mettre en valeur justement, et de ventiler par exemple la série par attribut. Les attributs, ce sont les opérations en fait effectuées, enfin l'utilisation plutôt des choses les plus utilisées sur ce domaine-là, l'éditeur de graphiques, Chartbuilder, l'éditeur de cartes, l'exploration tout simplement. Donc là, voilà, on peut, entre avril et mai, identifier ces données plus finement. Et filtrer, par exemple, par utilisateur ou utilisatrice. On se rend compte d'ailleurs que Elodie, qui s'occupe des cours sur ODS Academy, est dans le top des utilisateurs. Voilà. Hop. J'en ai fini pour cette partie des petits réflexes. Je vais donner la parole à Carole pour nous expliquer du coup les opérations à effectuer sur la plateforme pour réaliser certains objectifs. Carole, je te donne la parole. Merci Pauline. Et je te donne aussi les droits de partage. Donc, on a bien vu les questions, hein. On y répondra à la fin où on vous enverra les informations a posteriori. Ok, donc vous voyez mon écran, c'est parfait. Ok, désolée, je reviens à ce niveau-là. Donc moi, je vais vous parler effectivement d'actions que vous n'aurez pas forcément à faire régulièrement, donc qui doivent devenir des réflexes, mais plutôt de choses, de fonctionnalités de la plateforme qui existent et qui peut être intéressant de savoir pour améliorer son portail, proposer plus de possibilités à ses utilisateurs. Le premier, c'est le fait de pouvoir donner accès à un jeu de données privé sur votre portail.
Donc le cas, on va dire, qu'on voit le plus souvent, c'est si vous êtes en train de travailler sur un jeu de données pour la publication au grand public et que vous voulez l'envoyer à des collègues pour qu'ils puissent vous donner leur avis. Vous avez envie de leur donner accès au jeu de données, mais il est encore privé. Donc pour ça, il faut bien se rappeler qu'il ne faut pas donner trop de permissions dans le menu utilisateur. Donc d'abord, effectivement, il faut ajouter la personne aux utilisateurs de la plateforme. Donc vous avez le bouton ici Inviter des utilisateurs. Et ensuite, lorsque vous ajoutez une permission, on va éviter de donner la permission parcourir tous les jeux de données, puisque cette permission-là permet vraiment à l'utilisateur de parcourir tous les jeux de données, qu'ils soient publics, privés, dès le moment où ils sont publiés. Donc on ne fait pas ça, mais par contre, dans le jeu de données en lui-même, donc si je vais sur un jeu de données, par exemple, donc là je suis dans le menu des jeux de données, si je vais sur ce premier jeu de données-là, vous avez l'onglet qui s'appelle Sécurité, ici, l'onglet Sécurité, qui vous permet d'ajouter des utilisateurs à votre jeu de données. Donc, par exemple, je peux ajouter Pauline. Elle va apparaître dans la liste des utilisateurs qui ont accès au jeu de données. Et si je veux, je peux aussi lui dire qu'elle a le droit de le modifier ou de le publier. D'accord? Donc, si jamais elle n'a pas de droit au niveau du domaine, mais elle a bien un droit sur ce jeu de données-là, elle ne pourra voir que celui-là. Vous pouvez également ajouter des groupes qui rassemblent plusieurs utilisateurs. Donc là, si par exemple, je rajoute le groupe créateur de contenu, on a exactement la même interface qui permet de donner accès à un groupe en particulier. Donc ça, c'est quand vous avez à donner accès à des jeux de données privés et pas à donner accès à tous les jeux de données de la plateforme. Première fonctionnalité. La deuxième dont je voulais vous parler, c'est la création d'une page d'accueil personnalisée. Donc là, c'est dans le cas où soit vous devez en créer une parce que vous allez ouvrir votre portail bientôt et vous souhaitez avoir une page d'accueil sur laquelle les utilisateurs arrivent, soit vous en avez une, mais depuis longtemps, et vous avez envie de lui donner un petit coup de jeune avec les nouveaux modèles qu'on propose. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller dans le menu Page. Donc sur la gauche, c'est le deuxième menu ici. Et lorsque vous créez une nouvelle page, vous avez la possibilité, dans le contenu, ici, de choisir différents modèles. Donc par défaut, c'est le modèle personnalisé. Donc c'est du HTML, tout simple, que vous pouvez modifier. Mais si vous voulez avoir quelque chose de tout fait, vous pouvez ici choisir parmi les différents modèles. Ici, j'ai choisi la page d'accueil éditoriale. Il y en a différents que vous pourrez retrouver sur Discovery. Et vous voyez que je ne peux pas l'enregistrer puisque je ne lui ai pas donné de nom, en fait. Donc, il faut d'abord que je retourne dans Propriétés. Et ici, je vais lui donner toutes les propriétés dont j'ai besoin, notamment les titres, l'URL, qui sont les nécessaires. Après, vous pouvez ajouter aussi d'autres éléments. Donc, si je fais enregistrer, ouvrir la page, j'ai une belle page d'accueil toute faite avec les couleurs ici qui sont les couleurs de mon domaine. Donc, en fait, c'est des couleurs qui sont dynamiques avec les couleurs que vous aurez choisies au niveau de votre thème. Bien sûr, vous aurez sûrement envie de changer le texte, par exemple, ou de changer certains éléments. Donc, pour ça, vous pouvez sélectionner ici du texte, retourner sur votre page, dans le contenu, et vous avez une petite loupe qui vous permet de rechercher du texte. Donc, je recherche, je vois qu'ici j'ai effectivement Content Title. Je peux mettre par exemple mon contenu. J'enregistre. Et si je vais revoir ma page, que j'actualise, on verra que ça a changé ici. Donc, vous pouvez modifier le texte comme vous le souhaitez et modifier aussi d'autres éléments de la page. Ça vous donne juste un moyen d'avoir assez rapidement une nouvelle page d'accueil. Voilà pour créer une nouvelle page d'accueil. Ensuite, on va vous parler de l'éditeur de graphiques. Donc, pour ceux qui sont un peu habitués à la plateforme, vous savez qu'il y a du coup une première partie une première possibilité de créer un graphique qui est
directement sur le jeu de données. Donc, si je prends par exemple ce premier jeu de données-là, checklist de configuration d'un jeu de données, vous avez l'onglet Analyse qui vous permet de créer une analyse sur le jeu de données en question. Donc ici, on peut déjà changer l'axe X, changer le type de graphique, etc. Pour aller plus loin dans la configuration d'un graphique, on peut appuyer ici sur Éditer en mode avancé, en bas à droite de la page. Si je clique sur Éditer en mode avancé, j'arrive dans l'éditeur de graphique qui me permet d'aller plus loin dans la configuration du graphique en question. Notamment, c'est toute cette partie-là, grisée, qui n'est pas forcément visible au premier coup d'œil, mais qui peut être assez intéressante pour changer l'apparence du graphique. Notamment, le premier, c'est le fait qu'on peut afficher les valeurs sur le graphique. Donc là, vous voyez que la première colonne, c'est 10, valeur 10, valeur 7, valeur 6. Et si je clique sur afficher les valeurs sur le graphique, je vais directement les afficher au niveau des colonnes. Donc voilà pour le premier truc qu'on peut vous dire, un truc et astuce qu'on peut vous dire sur l'éditeur de graphique. Le deuxième, c'est qu'on a ici ce petit mot compte, puisqu'on a choisi ici le compte des valeurs. On peut aussi faire la somme, là on n'a pas de chiffres, mais on pourrait faire la somme, la moyenne, etc. Donc ici on va toujours avoir ce mot-là, compte ou moyenne ou somme. Donc si je veux lui donner un mot plus compréhensible, je peux changer le label, on appelle ça. Donc ici, le titre de la série, je vais changer et je vais appeler ça nombre d'actions. Et donc vous verrez que ça se change automatiquement au niveau du graphique, donc ça s'appelle nombre d'actions, et ça va se changer automatiquement au niveau des options de partage. Donc si vous partagez ce graphique-là tel quel, ou si vous l'intégrez sous forme de widget, vous aurez vraiment tous ces paramètres qui seront ajoutés au widget. Le dernier peut-être petit truc à savoir, c'est que par exemple ici, visualisation, on n'a pas tout d'affiché, c'est-à-dire que le texte est coupé. Et en fait, en configuration globale d'un graphique, vous pouvez ici changer la longueur maximum des labels pour aller jusqu'à 30. Donc vous pouvez changer et là vous verrez que vous pouvez voir tout le texte de vos axes X. Donc c'est pas non plus infini, ça veut dire qu'on va se limiter à 30, mais ça vous permet d'afficher quand même plus de caractères que par défaut. Voilà pour l'éditeur de graphique. Ensuite, on a deux derniers éléments qui sont en fait au même niveau du menu de configuration dans le back-office. C'est tout ce qui va être les options de visualisation de données au niveau du domaine. Donc le premier, c'est les fonds de carte. Alors, qu'est-ce qu'un fond de carte? J'ai un bon exemple avec l'Eurométropole de Strasbourg pour vous montrer ce que c'est. Donc Strasbourg, sur leur portail, ils ont un éditeur de cartes avec ici, en bas à gauche, pardon, différentes possibilités de fonds de plan. Donc ils ont notamment Joglite, qui est un des fonds de cartes qu'on propose sur la plateforme ODS à tous nos clients. Mais ils ont aussi l'orthophoto, par exemple, ou des fonds de plan détaillés qui produisent, etc. Et donc, juste pour vous montrer comment est-ce que ça se paramètre ça dans le back-office, pour que vos utilisateurs aient encore plus de possibilités de choisir des fonds de carte différents. Donc pour ça, c'est dans Apparence, Visualisation de données, ici. Vous avez le menu fonds de carte. Donc, on va retrouver les fonds de carte par défaut, donc qui sont Jogstreet et Joglite. Et si vous regardez dans la liste déroulante, on en propose aussi d'autres, notamment certains clients sont assez fans du dark, ou on a des choses aussi d'OpenStreetMap, comme OSM Transport qui propose plutôt des données orientées transport, ou des choses plus artistiques si vous avez un peu l'âme artistique en ce moment, avec notamment le watercolor ou des choses plus originales. Donc ça, c'est pour les fonds de carte qu'on vous propose, mais vous pouvez aussi en avoir des personnalisés, notamment si vous avez des cartes, des services WMS via votre service SIG. Donc ça peut être un gros mot, mais en gros, le WMS, c'est des
des tuiles, des couches qui sont affichées sous forme d'image et qui vous permettent d'afficher une carte et sur ODS en tant que fond de carte. Donc j'en ai fait un exemple ici qu'on vous a mis aussi dans la présentation de la ville de Namur. Donc comment ça se paramètre? Il faut remplir en gros l'URL du service WMS, les calques que vous souhaitez afficher et le format des images. Et ça vous permet ensuite d'avoir une couche en plus, un fond de carte en plus de possible sur votre éditeur de cartes. Donc voilà pour le paramétrage des fonds de carte. Et la deuxième chose sur cette page-là, et la dernière pour aujourd'hui, c'est de définir des couleurs de graphique par défaut. En effet, si là je crée un graphique, je vais avoir par défaut ces couleurs-là qui sont les couleurs qu'ODS a définies pour les graphiques par défaut. Vous pouvez ici choisir des couleurs et changer ces couleurs par défaut pour qu'elles soient plus adaptées à votre charte graphique. Ce qui fait que quand vous allez définir un graphique, il va automatiquement prendre ces couleurs-là. D'accord? Quelque chose qui peut être un outil, juste pour vous parler d'un outil qui est présent sur certains navigateurs et qui permet d'aller récupérer ce code ici, qui est vraiment la couleur précise que vous souhaitez. C'est ce qui s'appelle, là c'est le color picker, mais vous pouvez chercher sur les extensions en fait, de vos navigateurs. Et ça permet notamment d'aller chercher vraiment la couleur exacte de n'importe quel élément d'une page web, et donc par exemple de votre site institutionnel. Donc là, par exemple, si je veux récupérer cette couleur-là, je clique et ça me le copie ça me le copie tout simplement, et je le colle et du coup j'ai la bonne couleur. Donc ça vous permet d'avoir effectivement les couleurs de votre organisation pour que les graphiques que aussi vos utilisateurs créent aient directement vos couleurs à vous et non les couleurs par défaut d'Open Datasoft. Voilà, on a un petit peu dépassé le temps, mais c'est tout pour moi. Et du coup, Pauline, est-ce qu'on répond aux questions? Oui, on en a plusieurs qui sont apparues. Alors, il y en a une, par exemple, qui demande est-ce que c'est possible d'avoir, avec la formule exacte, des conditions sur plusieurs champs? Alors non, en fait, la exacte, on peut sélectionner uniquement un seul champ et une seule valeur spécifique. On est vraiment sur... Enfin, Carole, tu peux peut-être compléter s'il existe des formules supplémentaires. Ouais. En fait, ce qu'il est possible de faire pour n'importe quel filtre de recherche, vous voyez toujours mon écran là, ouais. En fait, ce qu'il est toujours possible de faire, c'est si vous avez plusieurs conditions, de mettre soit un OR, donc un OU, soit un ET. Donc si vous avez deux conditions, par exemple, là j'ai pas trop t'avais toi, hein, je vais te donner Pauline sur les trains, peut-être le prendre celui-là. Oui. Celui-là. Donc si vous avez ici une condition, donc par exemple l'année supérieure ou égale à 2000, donc ça c'est une condition, et vous pouvez avoir end, year inférieur à 2010, et dans ce cas-là, vous avez uniquement les données qui remplissent ces deux conditions-là à la fois. Et si vous voulez avoir plusieurs conditions, on va dire, qui ne s'excluent pas, vous avez aussi la possibilité d'avoir OR. Donc ça, c'est soit ça, soit ça. Soit l'année est supérieure à 2000, soit l'année est inférieure à 2010. Et donc on peut, au niveau de ces expressions, mettre des exacts, mettre des nuls, mettre autre chose en fait. Et juste, du coup, je crois qu'il y avait une question sur est-ce qu'on peut isoler les choses qui ne sont pas nulles, si j'ai bien compris la question de David. Je ne sais plus si c'était ça. Pour exclure des lignes, par exemple des nuls. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça la question, mais si vous voulez au contraire sélectionner tous les champs qui ne sont pas nuls, vous pouvez rajouter une note devant et après avoir exactement la même syntaxe. Donc, je vais juste reprendre le nom du champ. Si vous faites ça, c'est que vous allez vraiment isoler tous les champs qui ne sont pas nuls.
Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça peut être intéressant de savoir ça. On a plusieurs questions justement sur ces formules. Je le prends en note et ça pourrait peut-être être intéressant de faire un petit cours ODS Academy ou un blog post sur les différentes formules que vous pouvez utiliser, puisqu'on en a montré 3-4 aujourd'hui, mais il en existe plein d'autres qui peuvent du coup vous faciliter la vie. Donc on prend bien ça en note et puis on reviendra vers vous dès que possible avec du contenu sur ce sujet-là. On avait aussi une question sur les infobulles. Afficher un texte plus parlant que le nom d'un champ. Donc là, j'avais effectivement choisi le nom du parking, qui est du coup standard, qui est proposé en fait, qui dépend des champs que vous avez sélectionnés dans votre jeu de données. Dans le standard, on ne peut que choisir ces possibilités-là. Si vous voulez, par contre, avoir des contenus un peu plus personnalisés, il faudra sélectionner l'infobulle personnalisée. Et là, vous pourrez faire un peu tout ce que vous voulez dedans, tout changer si vous voulez, mettre des couleurs, mettre des indicateurs aussi dedans. Ça peut être intéressant d'avoir une couleur rouge, une couleur verte quand on est sur justement un parking qui est disponible ou pas disponible. Ce genre de contenu personnalisé. Je regardais juste. Ouais. Il y avait d'autres. Tu avais noté d'autres questions, Pauline, pendant que je parlais peut-être? Alors, quelques-unes sont apparues dans l'onglet questions. Alors, juste peut-être, j'en vois une sur la. J'ai manqué la façon de passer en mode avancé. C'est juste sur l'onglet analyse, en bas à droite du graphique. Il y a un lien, si vous le voyez ici, éditer en mode avancé. C'est juste en bas à droite du graphique de la vue analyse. Et pour les infobulles personnalisées, juste pour montrer que c'est effectivement à ce niveau-là que vous pouvez choisir infobulle personnalisée pour avoir vraiment des possibilités de personnalisation plus avancées. On avait, alors c'est à peu près tout sur les questions. On va de toute façon toutes les récupérer et puis on essaiera de vous faire des contenus derrière qui d'aide en fait, qui pourront du coup vous aider sur l'utilisation de la plateforme. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence sur ce workshop. Niveau débutant, niveau intermédiaire. Il y avait justement une petite question sur des contenus dynamiques, enfin, la création de contenus plus dynamiques. Éventuellement, ça peut être le sujet d'un prochain workshop plus avancé. On va réfléchir justement aux différents sujets qu'on pourra évoquer sur ces prochains workshops. De toute façon, pour l'instant, même s'il y a des confinements, on essaye de maximiser le plus possible le nombre d'événements qu'on fait en ligne. C'est plus facile pour l'instant et puis ça permet pour vous de les suivre sans inquiétude. On va essayer aussi de trouver un moyen de récupérer vos retours, enfin en tout cas de nous soumettre des idées de choses que vous aimeriez qu'on passe en revue sur un workshop, sur une masterclass, sur un webinaire plus large d'accès, parce qu'ici on est sur des webinaires dédiés à nos utilisateurs. Et voilà, on essaiera de vous faire passer peut-être un questionnaire ou n'hésitez pas d'ailleurs à aussi contacter directement votre CSM pour parler de sujets que vous avez envie d'explorer plus finement. Voilà pour ça. Encore merci d'avoir suivi ce workshop et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain. Vous récupérez la présentation et l'enregistrement dans les prochains jours. Donc vous pourrez resuivre tout ce qu'on s'est dit pendant ce workshop. Voilà, merci encore à toutes et tous et puis à très bientôt. Merci Carole. Merci. Merci d'être venue à tous. À bientôt. Bonne journée.